Salutations à vous et bienvenue sur Métallique. Merci à vous qui êtes déjà abonnés. Et si ce n'est pas encore fait, je vous en prie de le faire. Nous sommes au mois de juin et c'est là égal à la fête nationale congolaise. Mais constat est fait. Nous connaissons tous Lumumba et les autres pères fondateurs de la nation d'ailleurs. Nous savons que nos terres étaient occupées par de Belges jusqu'en 1960, officiellement en tout cas. Mais plusieurs d'entre nous ignorent comment sommes-nous arrivés là? Comment a été notre diabolique rencontre avec nos prédateurs belges? Surtout, qui était vraiment Léopold II? Un philanthrope, comme l'histoire racontée par ses concitoyens Le Pen, ou c'est lui qui a porté les Congos sur un plateau pour le livrer à la Belgique afin de donner à son petit royaume l'éclat qui lui manquait depuis des lustres? En tout cas, il n'était pas dans la première assertion, mais il se rapproche de la deuxième. Léopold II, le rêve léopoldien pour la Belgique et le cauchemar pour le Congo. La vérité sur Léopold II, c'est tout de suite. Pour comprendre comment Léopold II a réussi à faire asseoir son autorité sur le Congo, comprenons d'abord son allié, son envoyé qui est Stanley. Un type dont le cours d'histoire au Congo a blanchi et présente comme un sauveur le type qui nous aurait découvert. Sans le savoir, nous louons et idéalisons nos bourreaux. Stanley, alors journaliste, débarque en Afrique vers les années 1860 avec comme mission celle de retrouver David Livingstone qui est sur le continent et ne donne plus signe de vie depuis 1866. Messieurs n'était pas seul, il sera accompagné de 190 hommes trouvés sur place, donc des Noirs, parmi lesquels 2 Anglais, donc blancs. Il va loger la dernière localisation des Livingstone, à savoir Zanzibar, lac Tanganyika, pour le retrouver finalement à Ujiji, en Tanzanie. Nous sommes en 1871. Il écrira d'ailleurs un récit qui s'intitule « Comment j'ai retrouvé Livingstone ». 2 ans plus tard, donc en 1873, Dr Livingstone meurt et Stanley continue ses explorations au centre du continent. À son passage, il massacre la population et des villages en mettant le feu. Beaucoup de récits de cette époque attestent que monsieur ne cachait pas sa haine des Africains, comme ses concitoyens d'ailleurs. À cette époque, la suprématie blanche était une évidence. Pour Adam Hochschild, l'auteur du livre Le fantôme du roi Léopold, Stanley n'était pas seulement un suprémaciste blanc, mais aussi un criminel qui ne cachait pas, qui n'hésitait pas à exécuter en masse de civils sans défense du bassin du Congo. De l'autre côté de l'Atlantique, qu'il surnomme le vieux continent, vieux par rapport à quel continent d'ailleurs, pendant que nous savons tous où l'humanité a fait ses premiers pas. Donc, s'il y a un vieux continent, ça doit être l'Afrique. Bref, Léopold II, sur le trône de son petit royaume sans impact et inconnu, lisait minutieusement le récit des explorations de Stanley et cherchait déjà pendant un moment comment faire parler de son petit royaume pauvre étouffé entre les deux pays ennemis, à savoir la France et l'Allemagne, qui ont eux déjà des colonies sur les continents. Après plusieurs essais livrés à l'échec, il va se mettre à la peau d'un philanthrope. Les techniques ne remontent pas d'aujourd'hui. Il organisera même en septembre 1876 une grande conférence à Bruxelles avec comme thématique la possession du Congo. 2 ans plus tard, rentrés sur le continent européen, le baron Gradler et le général Sandford seront envoyés par Léopold à la rencontre de Stanley, lui fera part de l'envie du roi de créer un État dans le bassin du Congo. Le 10 juin 1878, les 2 sanguinaires passent un marché dans lequel ils se départagent de rôles et des tâches. Stanley va arracher les terres du bassin du Congo à ses habitants en le tuant, le massacrant, et l'autre sanguinaire resté sur le continent européen doit faire en sorte que cette magination soit acceptée, soit formelle. L'accord est d'une durée de 5 ans. Dans leur deal,
Léopold doit financer Stanley. Une fois de retour sur le continent africain, il continue bien sûr son projet machiavélique. Quand il ne rencontre pas de la résistance par les habitants qui sont, rappelez-vous, très hospitaliers, il leur signait des contrats de vente de leurs terres qui incluaient même l'achat des hommes comme propriété privée de Léopold. Il fera ce travail pendant 5 ans. Pendant ces 5 années, des milliers de Congolais recrutés de force pour la construction d'une piste d'embouchure du fleuve Congo vont perdre la vie. Petit à petit, les Européens sur les continents commencent à se quereller à ce qui concerne les richesses du continent. Et Bismarck va le proposer de se mettre autour d'une table pour trouver une solution. Ces sanguinaires vont se départager les continents sans l'aval de ses habitants. Nous sommes en Berlin, novembre 1884. Et là, contrairement aux autres nations africaines qui seront attribuées aux États européens, le Congo sera attribué à un privé, pas à l'État belge, mais comme une propriété privée de Léopold II. Il est maintenant le seul lien entre le Congo et la Belgique par la même occasion avec l'Europe. Voilà le rêve léopoldien. Cet État va naître précisément en 1880 et sera un enfer pour ses habitants. Ce monsieur qui a beaucoup investi dans sa concession, donc les Congos indépendants, s'est vu ruiné et en 1890, il est à bout et se voit obligé de demander un prêt à l'État belge qui lui accorde 25 millions de francs et parmi les conditions du clause du prêt, la Belgique pouvait à tout moment récupérer le Congo indépendant si les parlements belges le voulaient. Et 2, Léopold II était obligé de céder le Congo à l'État belge après sa mort. Mais l'État belge n'attendra pas la mort du roi pour récupérer le Congo indépendant. Attention, ici, l'indépendance fait allusion du fait que le pays n'est pas attaché, n'appartient pas à l'État belge, mais à un particulier, donc à Léopold. L'État belge va reprendre en tout cas le Congo aux mains de son roi qui était sous pression et critiqué à propos de massacres qu'il faisait subir aux populations sur place. Donc, Congo indépendant de Léopold sera le théâtre de massacres inouïs, entre autres celui de main coupée. Le Congo indépendant dont le proprio n'avait plus de revenus adéquats pour faire tourner la colonie, s'est vu vers les années 1890 une occasion de faire des bonnes affaires sur la montée de la demande de caoutchouc sauvage à travers le monde, puisque c'est aussi les années de l'expansion de pneus en caoutchouc et ces derniers regorgent le Congo. Là, Léopold trouve une aubaine pour peut-être rembourser sa dette à l'État belge et figurer parmi le premier exploitateur du caoutchouc. Léopold et ses hommes exigent aux indigènes de travailler sans repos, sans répit, sans résister. La moindre résistance était égale à la mort. Les villages entiers partaient en fumée pour avoir résisté. Torture, châtiment corporel. Il fallait surtout pas résister, encore moins être lent. Lenteur était égale à la section d'une main. Seulement pour l'année 1901, 500 000 Congolais étaient morts, soit de la maladie du sommeil ou de la faim. Il est démontré que les atrocités de cette année ont fait baisser le taux de natalité et augmenter celui de la mortalité. Le soldat omis pour faire travailler les esclaves devrait justifier leur canot, donc il devrait à chaque tir soit couper la main comme preuve ou encore tout simplement tirer sur la main de ceux qui travaillaient lentement. Des enfants comme le plus âgé, personne n'a été épargné. L'affaire de main coupée sera révélée à travers le monde par un couple missionnaire britannique, John et Alice Harris, dont la femme avait pour passion la photographie. Ces clichés des Congolais aux mains coupées fera le tour du monde. Les accusations confirmées par le rapport de Casement. Casement est un noble anglais envoyé sur place pour faire
les constatations sur l'affaire de main coupée, mais aussi par le docteur italien Hector Villa, qui résidait au Congo depuis 10 ans au moment de fait. Maintenant, le roi sanguinaire est désavoué par ses protégés anglais. Il cherche du renfort et le soutien de l'Italie. Mais avec l'affirmation de Hector, Rome va lui aussi le lâcher. Il n'aura plus le choix que d'accepter une commission d'enquête qui n'a pas été à sa faveur. Coincé, il n'a eu aucune option que celle de céder le Congo indépendant à l'État belge et le Congo devient Congo belge. Mais signalons que les Anglais ont mené ces combats contre Léopold II, pas par amour pour la population congolaise, non, mais parce que les hommes de Léopold II, comme l'atteste le rapport Casemont, n'hésitaient pas non plus à faire subir le sujet anglais le même sort. Mark Wiltz, l'auteur de Il pleut le main sur le Congo, tâtonne en ce qui concerne le chiffre des victimes pendant ces 23 ans de règne de Léopold II. Il parle de plus de 10 millions de personnes tombées face à la cruauté diabolique de Léopold. C'est pourquoi moi, j'affirme toujours que le règne léopoldien est à mettre dans le même sac que le nazi. Tous deux habités par l'esprit de la suprématie blanche. Mais il fallait attendre 60 ans après l'indépendance, donc en 2020, pour que l'actuel roi belge, Philippe, reconnaisse les atrocités commises par son royaume au Congo. Il reconnaît, regrette, mais ne s'excuse pas. Encore une insulte. L'assassin de votre enfant vous regarde droit dans les yeux et vous dit « Oui, j'ai tué votre enfant, je le reconnais, mais je ne veux pas m'excuser. » Donc, si c'était à refaire, il le referait. Voilà l'attitude de Philippe et de son royaume d'ailleurs. S'il ne s'excuse pas, donc, il n'y a pas réparation, notamment financière. Comment faire pour arriver un jour à la réparation des crimes? Pour moi, en tout cas, c'est parler et parler de ces crimes et demander justice et reconnaissance. Car, vous allez m'excuser, la politique entre les États aujourd'hui révèle que le crime, c'est vain. Enseigner à nos enfants leur histoire, notre histoire, la vraie histoire, pas celle écrite par le Belge qu'on nous fait répéter bêtement à l'école. L'histoire reprise dans le programme scolaire congolais est une histoire écrite par nos bourreaux, par nos tyrans. À la jeunesse, de lire, faire des recherches sur le passé, c'est comme ça que nous allons arriver à la vérité. Et là viendra la transmission de cette vraie histoire à nos enfants, justement. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir suivi. N'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner, mais surtout, prenez soin de vous et du continent aussi.